Bonjour à tous, je m'appelle Loïc Mathieu, je travaille pour Zenica je vais venir vous parler de comment chez mon client Decathlon on a réussi à traiter 1 million de messages par CPU par gigaoctet de mémoire avec un framework qui s'appelle Microprofile Reactive Messaging Kafka, donc avec du Kafka. Je m'appelle Loïc, je l'ai déjà dit, je suis consultant et formateur chez Zenica Lille pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis aussi Google développeur expert sur les technologies GCP et contributeur Quarkus. Vous pouvez me contacter là, et on va pas trop parler de moi. Ce que je vais vous présenter, c'est le travail d'une équipe, c'est pas juste de moi, c'est une équipe qui s'appelle Edge of Access Accelerator. C'est une petite équipe au sein de la value chain de Decathlon. Donc il y a 3 développeurs, un DevOps, qui fait surtout de l'Ops, un PO, un architecte d'entreprise, mais qui est pour toute la value chain, mais il est attaché dans notre équipe, et un leader qui code un peu quand il a le temps. Et donc c'est cette petite équipe qui a codé une application, un produit qui s'appelle VC Stream. Donc notre mission, c'était de construire des solutions d'échange de données pour la value chain, développer des produits robustes, évolutifs et performants grâce à notre expertise. Donc on était une petite équipe, mais une équipe d'experts. Moi, expert développement Java, JVM, et expert Quarkus, et un autre expert Kafka, et le troisième, il était pas expert, mais maintenant il l'est. Voilà, donc on est une petite équipe. Et on se base sur des standards du marché des logiciels open source. Et le produit dont on va parler aujourd'hui s'appelle VC Stream, donc Value Chain Stream, ce qui est pas mal pour un produit de streaming de données pour la value chain. On a un deuxième produit qui s'appelle ATM, mais on n'en parle pas, qui est une API pour faire de la gestion de topics sur un cluster Kafka. Voilà, donc le produit dont je vais vous parler aujourd'hui qu'on a réalisé s'appelle VC Stream. Donc son petit slogan c'est One Platform to Connect Them All. Donc c'est une plateforme pour streamer des données au sein de la value chain de Decathlon. Donc ça permet de streamer des données en sortie et en entrée de la value chain. En entrée, c'est ce qu'on appelle le process inbound, ça veut dire qu'on va récupérer des données sur sur un ensemble de systèmes d'informations de Decathlon et les envoyer à la value chain. Et dans l'autre sens, c'est le process outbound, où on va aller prendre des données de la value chain et les mettre à disposition. Et au sein de tout ça, il y a un broker Kafka. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a développé des connecteurs pour aller streamer de la donnée depuis des modules ERP de la value chain vers les autres systèmes de Decathlon et des autres systèmes de Decathlon vers l'ERP de la value chain. VC Stream, ça utilise le framework Quarkus, du Kubernetes, et ça nous permet d'avoir une plateforme qui est résiliente et qui atteint les critères de sécurité et de disponibilité et tout ça qui sont nécessaires pour Decathlon. Donc si vous voulez, il y a un article de blog sur la user story de Decathlon qui reprend une partie de ce que vous allez voir aujourd'hui. Quels étaient les challenges de la plateforme? On voulait avoir quelque chose qui soit time to market, donc avoir la possibilité de très rapidement pouvoir créer un échange de données sur la plateforme, d'avoir des données en mode streaming et pas en mode batching, puisque avant la plateforme value chain, les données elles avaient été mises à disposition de manière classique par batch journalier. Et donc tous les jours, il y avait des gros batchs qui traitaient 200 000, 300 000, 10 millions de messages. Il lançait ça. Donc là, avec VC Stream, on a la capacité de streamer. Les données arrivent en temps réel, ou presque. De la standardisation sur les données. Pour ça, on a utilisé une schéma registry Avro qui nous permet d'avoir un schéma sur nos données et d'avoir des données standards. Scalabilité et résilience, et le framework Quarkus qui était un challenge puisque il n'était pas encore fort utilisé chez Decathlon au moment où on a commencé. On a commencé à peu près 1 an et demi. Et on était très attendu sur cette plateforme parce que les solutions qu'ils avaient des problèmes régulièrement. Voilà. Et que la value chain de Decathlon, c'est eux qui gèrent toutes les positions de stock, toute la logistique de Decathlon, tout ce qui est gestion des produits. Et donc il y a énormément de données qui transitent. Alors voilà la plateforme qu'on a créée.
Donc à gauche, vous avez les systèmes ERP de la value chain. Depuis, on a aussi créé d'autres connecteurs, entre autres des connecteurs REST pour des systèmes un peu plus modernes. Un connecteur aussi directement en Kafka pour entrer sur VC Stream, mais c'est un petit peu moins intéressant de faire du Kafka vers Kafka. Donc vraiment, ce qui était plus compliqué, c'était de se connecter au module, à l'ERP. Et donc, l'ERP de Decathlon, il est multi-module. Et donc il y a plusieurs ERP, plusieurs modules de l'ERP, donc on devait avoir nos connecteurs qui soient multimodules. En plus, chaque module est bien sûr multi-instance pour avoir de la redondance, hein. Mais on est multi-tenant. Et donc là, on a un exemple, on a deux modules ERP. Pour chaque module ERP, on va démarrer un listener qui va recevoir des données via le protocole propriétaire de l'ERP. Donc là, c'était un des trucs les plus compliqués, puisque les ERP, c'est souvent des technologies propriétaires un peu compliquées. Une fois que la donnée est reçue sur nos listeners, on va l'envoyer à un routeur. Le but, c'est que comme on avait crainte que les plus gros problèmes qu'on ait, c'est via le protocole propriétaire de l'ERP, on a isolé le listener, il fait quasiment rien, il reçoit des messages, et ensuite il n'est pas directement au routeur. Le routeur, il va router des messages en fonction de leur type et il va les passer à un composant qui s'appelle le validator qui va valider le message via une schéma registry et les transformer en Avro. Le RP n'est pas capable de faire de l'Avro, donc il nous reçoit donc il nous envoie des messages en JSON. Là, on voit que la plateforme, en fait, elle a plusieurs composants et chaque composant fait une seule chose. Et ça permet d'avoir tous les composants qui puissent scaler indépendamment et surtout, chaque composant ne fait pas beaucoup de choses. Et donc, ça permet d'avoir des très bonnes performances. Donc après, les informations sont disponibles dans notre broker Kafka pour les applications partenaires du reste de Decathlon. Dans l'autre sens, on a à peu près la même chose, hein, c'est la même logique. On a des extracteurs qui vont aller se connecter à des topics Kafka qui sont mis à disposition par des applications partenaires de Decathlon. Ensuite, on les envoie dans un routeur qui va router vers un sender en fonction du destinataire de la donnée. Donc on a 2-3 autres fonctionnalités, on a du dispatch ou des choses comme ça, mais grosso modo c'est ça. Et le sender, lui, il utilise le protocole propriétaire de l'ERP pour envoyer les données à l'ERP. Donc voilà, ça c'est notre plateforme, et en dehors du protocole propriétaire entre nous et l'ERP, tout le reste c'est du Kafka, donc tout le reste on a des topics Kafka partout. Donc on utilise un ensemble de technologies, donc c'est du Java, donc on utilise OpenJDK, c'est du Quarkus et de l'Eclipse MicroProfile. Après on a Kafka Node Broker qui est autour de ça. On déploie dans Kubernetes et dans GKE, donc dans Google Cloud Kubernetes Engine, et on a toute une infrastructure qui est tirée par du Terraform, du Flux, du Volt, et tout ça. On a Keda pour l'autoscaling, on a Haven qui est une solution de DB as a service qui héberge nos clusters Kafka, et on a toute une stack d'observabilité avec Jaeger, Grafana et Prometheus. Alors, on utilise un framework qui s'appelle MicroProfile Reactive Messaging. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, MicroProfile, c'est un ensemble de spécifications, un ensemble de standards de la fondation Eclipse pour le développement de microservices en Java. Donc ça vient ajouter d'autres spécifications à Java EE, Java Enterprise Edition. Ça en reprend certaines, donc pour être compatible MicroProfile, il faut reprendre certaines sous-spécifications, par exemple CDI pour l'injection de dépendance et ainsi de suite. Et ça va en ajouter, et les spécifications que ça ajoute, elles sont pensées pour développer des microservices à déployer dans le cloud. Donc dans MicroProfile, il y a je ne sais plus combien de spécifications, mais par exemple, on a des choses autour du health check, autour de la documentation d'API, on a plein de choses comme ça, et il y en a c'est une spécification optionnelle pour Reactive Messaging. Donc voilà comment ça se passe. Donc c'est vraiment c'est très facile à développer, et il n'y a vraiment pas grand chose vraiment dans le framework Eclipse Reactive Messaging. Ok. Ouais, ça va être un peu compliqué. Voilà. Donc c'est une méthode qui va prendre un message en entrée et qui va renvoyer un message. Donc ça c'est la méthode de notre routeur.
Donc pour dire qu'une méthode va recevoir des messages, on va la noter avec @incoming. Donc incoming, ça va permettre de dire qu'on reçoit des messages depuis un channel. Mon channel, je l'appelle rowMessage. J'ai juste à mettre ça comme annotation et automatiquement le connecteur Kafka va savoir qu'il doit envoyer tous les messages qui viennent dans le channel rowMessage. On verra plus tard la définition des channels. Et ensuite, mon routeur, il va faire quelque chose avec le message, renvoyer un nouveau message et pareil, on va juste configurer @outgoing row qui est mon channel row, mon channel de sortie du routeur. Et bah, c'est tout en fait. L'API MicroProfile Reactive Messaging, elle fait juste ça au niveau du code. Tout le reste, ça va être du code standard, du code Java standard où on peut avoir accès aux API de Kafka si nécessaire. Donc là, dans la signature, je prends un message qui est un objet agnostique de l'implémentation du connecteur de messaging. Alors, il y a des API, on peut basculer sur des API plus bas de niveau Kafka ou on peut rester au niveau Reactive Messaging. J'aurais pu prendre aussi directement un objet. Dans ce cas-là, j'ai pas accès au header. J'ai pas accès aux métadatas de mon message, donc pas accès au header. Nous, on manipule les headers Kafka, c'est pour ça qu'on a des objets messages. Voilà. L'intérêt en fait avec ce framework, c'est que si demain je veux décider de faire de la MQP, je change le connecteur pour un connecteur AMQP et j'ai rien à changer sur mes signatures de méthode. Juste, effectivement, aux endroits où je manipule des headers Kafka, il faut basculer sur la manipulation des headers AMQP. Voilà. Donc là, c'est un exemple assez représentatif. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On récupère les métadatas du message qui me permettent entre autres d'accéder au header. On log, ça peut toujours servir. On va faire un petit peu de vérification. Dans le message, il doit y avoir un type et un type qui doit être connu. Si le type est nul ou si le type n'est pas connu, on envoie le message en anomalie. Sinon, on va créer un nouveau message. Et donc là, ici, qu'on va créer avec le paramètre data qu'il y a dans notre message. Voilà. Et donc, en Reactive Messaging, ce qu'on fait pour créer un nouveau message sorti, on prend le message entrant, on modifie son payload, on modifie ses métadatas, on modifie les headers, et ça permet de ce qu'on appelle transférer le hack. Donc de transférer, ça se permet au framework de automatiquement faire l'acknowledge sur les topics. Voilà, donc comme ça en fait il y a un lien entre le message entrant et le message sortant, et donc automatiquement il va gérer les acknowledge sur le topic Kafka. L'acknowledge du topic Kafka, c'est le moment où on va aller committer les offsets sur un topic Kafka. Donc sur un topic Kafka, vous mettez vos messages au fur et à mesure les uns après les autres, et quand un consommateur il va lire les messages, il va gérer lui-même ses offsets, c'est-à-dire qu'il va gérer lui-même l'endroit où il est en train de consommer sur son topic Kafka. Quand il gère les offsets, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va aller committer dans un topic Kafka spécifique le fait que sur mon topic 1, il a lu le message 10. Si ça, il le pousse sur le broker, ça fait des IO. Donc niveau performance, ça a un coût. Et donc ce qui est possible, c'est d'aller acknowledger les messages 10 par 10, 100 par 100, et c'est ce que le framework fait automatiquement. Et entre autres, il va le faire grâce au fait qu'on prend le message entrant et on le retourne, et donc il va pouvoir traquer les messages qu'il a lus et aller les acknowledger automatiquement, donc committer les offsets. Donc vous avez vu, il n'y a rien de spécifique Kafka dans mon code, tout se passe dans la configuration. Et donc dans la configuration, je vais aller configurer mon broker Kafka et je vais aller configurer mes différents channels. Donc là j'ai configuré mes deux channels. Je lui dis que le connecteur c'est SmallRye Kafka. SmallRye c'est l'implémentation Reactive Messaging qui est utilisée dans Kafka. Je vous l'ai dit, Eclipse MicroProfile c'est une spécification. Et donc il faut prendre un framework qui implémente la spécification avec Quarkus, c'est SmallRye. Ensuite, je vais pouvoir aller configurer les propriétés Kafka. Donc là, je configure les topics, le deserializer, le group ID. Donc là, je configure n'importe quelle propriété Kafka. Et dans le channel outgoing, c'est pareil. Donc c'est juste avec ces petites options de configuration que le framework va aller se connecter sur Kafka et lire des messages et réécrire des messages de l'autre côté. Voilà. Alors, dans le titre, on parlait performance, et c'est vraiment le nœud de la présentation d'aujourd'hui, la performance. Donc, ce qu'on vous a dit, c'est qu'on était capable de traiter 1 million de messages par minute, par CPU, par gigaoctet de mémoire. En fait, on instancie chaque composant 2 fois,
à minima. En prod, je crois qu'aujourd'hui on est 3 fois pour avoir de la marge. Et quand on instancie 2 composants, ces 2 composants sont capables de traiter 1 million de messages, et ces 2 composants totalisent 1 giga de mémoire, puisque on démarre nos conteneurs avec 512 MB de RAM dans Kubernetes et un demi CPU. En plus, avec ça, on est large, hein, je vous dis. Quarkus consomme vraiment pas beaucoup de mémoire. Alors, bon, premier mensonge de la présentation, quand on dit qu'on fait 1 million de messages par minute, c'est sur nos composants internes. Les composants qui envoient l'information sur notre ERP, bon là c'est marqué le nom de l'ERP, ils ne tiennent que 600 000 messages. Bon, ça c'est lié à l'ERP. Voilà. Comment est-ce qu'on arrive à faire ça? En fait, le framework Reactive Messaging est 100% réactif, comme son nom l'indique. Ce qui veut dire que tous les IO sont non bloquants. Et grâce à ça, en fait, on a une consommation CPU et mémoire très très légère, puisque tous les messages sont traités au fil de l'eau dans des IO threads. Donc derrière, c'est les IO threads de Vertex et Netty pour la couche de transport réseau, comme tout ce qui est au cœur de Quarkus. Et c'est grâce à ça qu'on consomme très peu de mémoire. Voilà. Alors, 1 million de messages par minute, par unité de CPU, par gigaoctet de RAM. On démarre donc 2 à 3 composants. On tient en moyenne 800 000 messages par minute. 1 million, c'est en pic, effectivement, sur certains composants. On est monté à plus d'1 million de messages par minute sur notre composant extracteur, celui qui est extrait depuis un topic. Donc, quand on extrait un topic en Avro, on le lit, on le transforme en JSON, on le retourne, on le retourne dans un autre topic. Là, on tient 1 million de messages par CPU, par giga, sans souci. Même en pointe, on ne sature ni le CPU ni la RAM. Ça, c'est quand même assez intéressant. Et pourtant avec un débit très intéressant. Donc ce qui est bien avec cette implémentation, c'est qu'on a une densité de traitement de messages qui est très très importante. Et c'est vraiment bien pour le cloud. Et c'est bien aussi pour votre facture et pour l'environnement. Donc quelques chiffres. On a traité un init de stock de 160 millions de messages traités en moins de 2 heures. Donc là, on a tenu... donc là, on voit que les courbes, on est autour de 400 000 messages par minute. Donc on tenait à peu près, voilà, pendant 2 heures, on a tenu l'ensemble de la plateforme 800 000 messages par minute sans souci. Les routeurs et les extracteurs sont à 500 000, les autres composants un petit peu en dessous. Voilà, donc ça c'est ce qu'on voit. Donc au total, la plateforme a tenu 2 millions de messages par minute, parce que c'est bien de dire on tient 1 million par CPU, mais ça fait combien globalement pour la plateforme. On avait scalé nos composants et on a tenu 2 millions de messages par minute pendant 2 heures, sans souci. Donc c'est quand même pas mal, 2 millions de messages avec pas grand chose d'alloué au niveau de nos nœuds. Alors si on regarde le CPU, à ce moment-là, donc l'init de stock, c'était il y a pas mal de temps, on utilisait quand même bien de CPU. On était autour de 50% pour certains composants et d'autres composants montaient à 80-90% de CPU. Enfin 70-75 sur tous les composants qui envoient vers le RP. On avait une consommation élevée de RAM pour nos senders et nos extracteurs, mais ça a été corrigé depuis. Et très intéressant, les temps de traitement des messages sont de l'ordre de la milliseconde. Donc un message qui transite sur chacun des composants, il prend moins d'1 milliseconde, sauf bien sûr quand on envoie vers notre ERP. Voilà. Mais ça, on va revenir plus tard sur le sender qui envoie vers l'ERP et qui est un petit peu plus lent. On expliquera pourquoi. Alors, je vous ai aussi menti, en fait, on a tenu plus qu'1 million de messages par unité de CPU par gigaoctet de RAM. Donc là, c'est un petit peu plus compliqué. On a tenu jusque 750 000 messages par minute par instance. Donc 1,5 million et pas 1 million de messages, mais sur un seul de nos composants, qui est le composant tracer. C'est un composant qui prend des messages qui sont envoyés par les différents composants de la plateforme, qui sont des messages de trace, donc des messages qui disent j'ai reçu un message, je l'ai envoyé, et des messages qui disent je l'ai correctement envoyé. Donc à chaque fois qu'on a un message qui entre sur la plateforme et qui sort sur la plateforme, on envoie un message de trace via un topic Kafka et on le persiste dans un Elasticsearch. Et notre composant qui récupère ces messages et qui les persiste, qui s'appelle le tracer, il est monté sur la dernière implémentation à 750 000 messages par minute par instance. Voilà, donc 1,5 million en tout.
par CPU. Et en plus, c'est le seul composant qui fait des IO, parce que tous nos composants font aucun IO, à part vers Kafka. Lui, il fait des IO puisqu'il prend Kafka et il arrive dans Elasticsearch. Et tout ça, vous voyez, donc 1,5 million de messages par unité de CPU par gigaoctet, avec une IP qui est autour de 80 mégas et un CPU qui tourne autour de 25%. Alors, pourquoi est-ce que ce composant-là traite plus rapidement? Parce qu'il y a eu une nouvelle fonctionnalité de Reactive Messaging qui permet de recevoir des listes de messages. En fait, Kafka, quand vous récupérez des messages depuis un topic Kafka, c'est ce qu'on appelle faire un poll, Kafka va vous renvoyer non pas un seul message, un seul record, mais il va vous récupérer un ensemble de records. Et après, il les envoie un par un dans votre consommateur de messages. Okay. Donc, quand il fait un fetch, il fait un fetch tous les polls intervalles, et donc quand il fait un fetch, il va recevoir un ensemble de messages. Par défaut, je crois qu'il peut recevoir jusque 500 messages si ça dépasse pas 1 méga, par exemple. Alors, les messages de trace étant tout petits, SmallRye Reactive Messaging ayant une nouvelle fonctionnalité qui permet de récupérer l'intégralité du fetch en un coup et de le passer à notre méthode, quand on a passé d'un message de trace à un message de liste de traces juste via une propriété qu'on a changé dans notre config, eh ben, on a été beaucoup plus performant parce qu'on a pu faire du bulk insert dans Elasticsearch. Voilà. Donc c'est une fonctionnalité expérimentale, mais ça nous a permis de multiplier par 5 ou 7 nos performances d'insertion dans Elasticsearch. Alors au niveau Kafka, on a un petit cluster, c'est un cluster 3 nœuds à 4 vCPU, 16 Go de RAM et 2,4 Tera de stockage. Tout est en TLS, ce qui fait qu'on ne peut pas profiter du zéro copy de Kafka, puisqu'il doit décrypter ce qu'il reçoit sur le réseau pour le mettre sur le disque. Et on a une configuration qui favorise la consistance des messages. Donc entre autres, on a l'idempotence sur les producers et on a des hack egal all pour s'assurer que quand on envoie un message, on est à le quorum des brokers qui répondent qu'il a bien reçu le message avant que le producer acknowledge le message. Que le message soit acknowledgé une fois qu'on a le quorum des brokers. Donc en Kafka, quand on met hack egal all, ça ne veut pas dire tous les brokers. Ça veut dire le nombre d'in-sync réplicas définis dans la configuration de votre cluster Kafka. Et donc quand on met le in-sync réplica dans Kafka au quorum, ça veut dire à la moitié plus 1 des brokers, on a une configuration qui va favoriser la consistance. On compresse tout en Snappy, parce que comme on a beaucoup de messages, si on ne compresse pas, on va devoir scaler le cluster régulièrement. Et voilà. Et très important, la commit stratégie à throttle. Donc la commit stratégie à throttle, ça dit à Reactive Messaging de committer les offsets de consommation des topics, non pas un par un, mais par lot. En fait, committer par lot, ça ne veut pas dire qu'il envoie 50 messages de commit, c'est qu'il envoie un message de commit tous les 50. Ou tous les 5000, c'est lui qui gère. Voilà. Donc en faisant ça, on divise grandement le coût de committer les offsets. Je vous ai expliqué il y a quelques minutes le commit des offsets. Et on a des performances au niveau de la consommation des messages qui sont très élevées grâce à cette propriété. Par contre, on pourrait reconsommer des messages parce qu'au moment où nos composants s'arrêtent, s'ils ne s'arrêtent pas proprement, et ben en fait si nos composants sont tués, les composants qui lisent les messages, et ben en fait il risque d'y avoir des offsets qui n'ont pas été acknowledged. Donc on utilise Quarkus pour implémenter nos composants. Donc Quarkus, c'est une stack native Kubernetes faite pour le cloud pour tourner dans OpenJDK Hotspot et comme une image native GraalVM. On n'a pas déployé nos composants en image native GraalVM. D'abord parce que déjà ils utilisent très peu de mémoire. Je vous dis, on a des heaps qui sont autour de 75 mégaoctets pour les heaps. Donc on ne gagnerait pas grand chose à passer en image native GraalVM. Et parce que nos ERP utilisent des librairies natives et ça c'est un peu compliqué avec GraalVM.
Quarkus a été créé depuis des standards. C'est quelque chose que j'adore avec Quarkus, c'est qu'il utilise les standards. Quand on développe des API REST avec Quarkus, on utilise JAX-RS, qui a été pensé pour ça. Quand on fait de l'injection de dépendance, on utilise CDI. Donc ça, c'est les standards. Moi, j'aime beaucoup les standards. Et l'intérêt des standards, c'est que si vous basculez sur autre chose qui est autre chose que Quarkus, si il obéit aux mêmes standards, par exemple Elidon, qui est un framework de microservices, qui est aussi compatible, qui est aussi une implémentation microprofile, vous allez utiliser les mêmes API. Et Quarkus, souvent, on le décrit comme dit, vous connaissez pas Quarkus, mais en fait vous le connaissez parce que Quarkus, ça utilise des frameworks qui sont très très connus. Hibernate pour la couche d'accès aux données, REST-Easy pour l'implémentation de JAX-RS, Vertex, et ainsi de suite. Donc si vous connaissez ces frameworks-là, avec Quarkus, vous allez vous y retrouver. Donc l'intérêt de Quarkus, c'est qu'on a un démarrage très rapide de nos composants, 2 à 4 secondes même avec peu de ressources. Moi, mes composants en prod, ils démarrent effectivement en moyenne en 3 secondes, avec quand même une chier de librairies, parce que dès qu'on commence à faire de l'open tracing, de la métrologie et ainsi de suite, on multiplie les librairies juste pour l'observabilité de nos composants. Même avec toutes les librairies qui a démarré, on démarre à peu près en 3 secondes, sachant qu'il faut se connecter à un broker Kafka, ça prend toujours un peu de temps. Donc 3 secondes, même avec un demi CPU, donc c'est assez sympa. Une empreinte mémoire très très faible du framework, donc je vous dis mes composants ils tournent avec une heap autour de 75 MB, et globalement, moi en dev, on démarre avec des conteneurs à 256 MB. Donc nos composants, quand ils sont pas trop chargés, ils tiennent dans un conteneur avec 256 MB de mémoire. Pourquoi aussi ça consomme très peu de mémoire? Comme au cœur de Quarkus, c'est un cœur réactif, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de threads. Alors chaque thread, en Java, ça utilise 1 mégaoctet de stack. Donc si vous n'avez pas beaucoup de threads, automatiquement vous consommez très peu de mémoire. La stack des threads, c'est en dehors de la heap. Ça explique pourquoi en Java on a généralement une empreinte mémoire qu'on appelle RSS, Resident Set Size, donc la taille mémoire globale du process de votre application, du process Java, qui dépasse la heap. C'est parce qu'il y a les stacks de threads, et il y a aussi tout ce qu'on appelle le metaspace, donc les méta-informations des classes. Et Quarkus a aussi une empreinte mémoire faible parce que il va privilégier la génération de bytecode à la réflexion. Donc il va générer depuis votre application du code Java, plutôt que faire de la réflexion au démarrage. Et donc ça permet aussi de limiter le nombre de classes qui sont lues par votre application, et donc de ne pas utiliser trop de mémoire pour le metaspace. Voilà. Avant Quarkus, c'était souvent, on avait des applications où on les démarrait, et en fait, juste avec le class path scanning et la réflexion au démarrage, on avait 200 MB de mémoire dans le metaspace qui n'était jamais libéré. Voilà. Et donc ça a une empreinte de mémoire très très faible au runtime, c'est un des intérêts. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, il privilégie la génération de bytecode au build time à la réflexion au runtime. Donc quand vous créez le package de votre application Quarkus, il va lire vos fichiers de configuration, il va lire vos classes, il va générer du bytecode. Ce bytecode sera exécuté au démarrage, donc c'est ultra rapide et ça ne consomme très peu de mémoire. Un système d'extension qui sépare build time et runtime, donc une librairie uniquement nécessaire au build ne sera pas packagée dans le runtime. Imaginez que vous ayez une extension qui lie un fichier de configuration XML, elle le lit au build time, le parseur XML sera utilisé au build time, donc dans votre via Maven ou Gradle. Il y a un plugin Maven et Gradle, et quand vous démarrez votre application, il n'y aura même pas de parseur XML dans votre code. Il ne va même pas prendre la librairie du parseur XML s'il ne lit le fichier XML qu'au build time. Et c'est vraiment ça qui est la clé de la rapidité de démarrage et de la faible empreinte mémoire de Quarkus. Ce qui est intéressant, c'est qu'un effort est fait pour chaque extension pour qu'elle démarre le plus rapidement possible et utilise le moins de mémoire. Donc ça, c'est un effort fait par la communauté Quarkus, par tous les développeurs de Quarkus. Alors, pour avoir des bonnes performances, la première chose à faire, c'est qu'il faut mesurer les performances. Donc régulièrement, on va lancer des tirs de charge via un scénario Gatling. Quand on veut le process outbound, donc le process des données qui sortent de l'ERP, on va moquer via un endpoint HTTP, puisqu'on ne va pas aller demander aux gens de l'ERP d'aller nous générer des millions de messages, parce que sinon ça prendrait des plombes, et ils nous les généreraient lentement. Au niveau de l'inbound, donc de l'entrée sur notre plateforme, on va avoir des topics de mock et on va injecter dans les topics directement.
Le but, c'est de simuler une charge cible à un an, pas la charge qu'on a aujourd'hui en production. Aujourd'hui en production, on a, je sais même plus, je crois qu'on est autour de 80 millions de messages par jour. C'est pas non plus énorme. Donc là, on simule à peu près 2 fois plus. En production, on a des pics de charge autour de 200 000 messages minutes, alors que notre plateforme, elle peut tenir beaucoup plus. Donc on simule une charge à peu près 350-400 000 messages minutes via nos scénarios Gatling, et on les lance régulièrement. Je lis à peu près une fois par mois, peut-être un peu moins. De temps en temps, un petit peu moins, on va faire du test aux limites. Comment on fait du test aux limites? En Kafka, c'est très facile. Vous prenez votre topic, vous faites un reset de l'offset sur le premier message qui est encore dans votre topic, et comme ça, d'un seul coup, votre consommateur, il a, je sais pas moi, 50 millions de lags, ça veut dire qu'il a 50 millions de messages à consommer, et il va consommer au maximum de ce qu'il est capable. Et donc comme ça, on teste aux limites, puisqu'on injecte le plus de messages que nos consommateurs soient capables. Et comme on repasse dans nos process, on va voir lequel de nos 3 composants, dans un sens, donc lequel de nos 6 composants est le plus lent. Voilà. Donc ça, on le fait de temps en temps, on le fait quand on fait des gros changements sur notre plateforme, on le fait parfois quand on change de version de Java ou des choses comme ça, mais même pas. Enfin voilà, on le fait de temps en temps. Et donc ça permet d'injecter des millions de messages et de faire fonctionner les composants à pleine capacité et de vérifier qu'on est toujours capable de traiter notre million de messages par unité de CPU et gigaoctets de RAM, parce que c'est ce qu'on veut que la plateforme puisse continuer à tenir, puisque ils ont une vision à 2 ans où on aurait des millions de messages qui arriveraient. Et surtout, on a quelques messages qui arrivent par batch. Par exemple, la nuit, on a des process, je ne sais plus c'est quel type de message, mais grosso modo, ils nous envoient 2 millions de messages en quelques minutes, ou même un peu plus. Donc on a, même si en moyenne, on dépasse rarement les 200 000 messages par minute, on a quelques moments dans la journée où on monte à beaucoup plus que ça. Donc on est intéressé par continuer à valider qu'on a les performances pour ces pics de charge. Mesurer, donc on a du Prometheus et du Grafana qui nous permettent d'implémenter le principe d'observabilité de la plateforme. Donc on a de la métrologie sur tous les composants applicatifs et infra. On a des métriques custom applicatives sur nos points d'attention. Donc quand on sait qu'on a des choses où on est un petit peu moins à l'aise, on va créer des métriques pour savoir en détail ce qui se passe. Tous les métriques sont gardés 15 jours, on va basculer prochainement à 30 jours. On a des graphiques et des dashboards donc via Grafana sur les métriques qu'on veut suivre de près. On a des alertes de notification Slack, par exemple pour savoir qu'on a des composants qui n'ont pas le bon nombre de réplicas, pour savoir qu'on a toujours des messages qui passent. Celui-là on l'oublie parfois, mais c'est une des alertes les plus importantes, c'est de vérifier qu'on a des messages qui passent. Donc nous, si on a des composants qui reçoivent plus de messages pendant 10 minutes, là on lève une alerte. Donc ça c'est très important, on l'oublie souvent celle-ci. Et en astreinte, on a des alertes qui remontent vers Purge the outils, mais ça, moi je suis jamais en astreinte, donc j'ai pas de soucis. On trace beaucoup. Je vous ai dit qu'on a des traces métiers via nos composants traceurs qui mettent des traces dans un Open Search, mais on a aussi de l'Open Tracing avec Jaeger. Et on a un Transaction ID. En fait, le principe, c'est qu'à chaque fois qu'on reçoit un message, soit depuis notre RP, soit un message qu'on lit depuis un topic parce qu'il est mis à disposition par d'autres applications, première chose qu'on fait, on crée un Transactional ID, c'est un UID, on le met en header Kafka et on le transfère de composant à composant. Cet UID, il est mis dans les logs, comme ça on peut corréler les logs de tous nos composants, dans tous les spans Open Tracing, et bien sûr dans la trace métier qu'on met dans Open Search. Et comme ça, on est capable de tout corréler et de tout tracer. Une fois qu'on a ça, on est capable d'avoir des dashboards. Donc là, on a un dashboard classique. On a tous nos types de données. Donc là, on voit des données de type container update, supply order. On sait combien de données on a. Donc le nombre de messages. Combien de données sont OK ou en erreur. Donc là, c'est en production. Théoriquement, on n'en a aucune en erreur. On en avait 26 sur 4,8 millions. Et le temps moyen. Donc là, on est en moyenne, un message, il prend 7 millisecondes entre le moment où il est reçu, lu depuis le premier topic Kafka et le moment où il sort de chez nous. Vous imaginez, entre deux, il passe par plusieurs topics. À chaque fois, il y a du lag entre chaque topic. Donc 7 millisecondes, c'est plutôt pas mal. En fait, comme nos composants sur nos plateformes, ils font rien, c'est juste la capacité, c'est juste la rapidité aux composants de passer entre 3 topics.
Donc on a donc de l'open tracing, et donc quand on a de l'open tracing, on voit quelque chose qui ressemble à ça. Donc là c'est un message qui a été extrait depuis un topic stock pictures. On voit qu'il est passé dans le in router. Ensuite il est passé dans 2 senders puisqu'il a été envoyé dans 2 modules de notre ERP, et aussi qu'il est passé par le traceur puisque une trace a été envoyée à OpenSearch. Ce qui est marrant, c'est que la trace a été reçue avant que le message ait été envoyé à SAP. Donc, une des phrases que j'adore en performance, c'est measure, don't guess. C'est une phrase qui vient de Kirk Pepperdine, qui est un de mes maîtres à penser en performance Java. Donc, pour mesurer et pour regarder au plus près ce qui se passe, j'utilise un outil super génial qui s'appelle A5 Profiler. Je ne sais pas si vous connaissez A5 Profiler. Si vous ne connaissez pas et que vous êtes un tout petit peu intéressé par la perf en Java, allez regarder. C'est un profiler ligne de commande qui ne souffre d'aucun biais des profilers. Donc je ne sais pas si vous êtes au courant, mais la plupart des profilers nous mentent. Ils ont tous des biais. J'aurais pu en faire un talk d'1 heure sur le sujet, peut-être pour une autre fois. Des biais, c'est dans la manière dont ils vont aller récupérer les informations. Il y a des profilers qui vont injecter du code, par exemple, et en injectant du code pour aller profiler votre application, automatiquement, ils vont modifier l'application. Il y a pas mal de choses. Il y a pas mal de problèmes avec les profilers, et A5 Profiler, lui, a très peu de biais. Donc on peut l'utiliser en production parce qu'il n'a pas un gros overhead. Et il est très facile à être utilisé parce qu'il s'utilise en ligne de commande. Voilà. Et il va vous générer des flame graphs. Donc les flame graphs, je crois qu'il y en a un juste après, c'est une manière de visualiser un profil où on peut aller très rapidement voir quel est le point de contention de son application. J'utilise aussi Java Flight Recorder, donc je ne sais pas si vous connaissez JFR. Ça s'est intégré à la JDK. Alors ça vient d'Oracle en fait, c'était repris de la JVM d'Oracle. Ça a été intégré dans OpenJDK. Et c'est un peu un couteau suisse, donc on peut faire du profiling, mais en fait c'est basé sur un système d'événements qui est interne de la JVM. Et donc il va pouvoir s'abonner à pas mal d'événements. Donc par défaut, il va avoir des configs pour avoir des événements par défaut, mais vous pouvez créer vos propres événements ou vous pouvez vous abonner à d'autres événements. Par exemple, dans la JVM, il y a un process qui s'appelle la finalisation. Et donc, il y a dernièrement, dans les dernières versions de Java, des événements qui sont envoyés à chaque fois qu'il y a un objet qui doit être finalisé. Vous pouvez vous abonner via GSFR à ces événements et les récupérer pour analyser la manière dont votre application fait de la finalisation. Java Flight Recorder, donc c'est intégré au sein de la JVM. Donc pareil, ça ne consomme pas beaucoup de ressources, donc quelque chose que vous pouvez utiliser en production. Pareil, vous pouvez le lancer, un enregistrement de Java Flight Recorder en ligne de commande. Pourquoi je parle en ligne de commande? Parce que moi je vous l'ai dit, on est sur du Kubernetes, on est dans le code. Donc je ne vais pas aller connecter mon profiler dans mon IDE ou une interface de mon poste local sur mon Kubernetes en ouvrant des ports, en faisant du redirect, des trucs et des machins, c'est beaucoup trop compliqué. Je me connecte sur le pod, je lance A5 Profiler, je lance JFR, c'est une ligne de commande et ça permet d'avoir des informations. Donc moi généralement ce que je fais, c'est que je vais profiler la mémoire et les allocations mémoire. Ouais, d'accord. C'est normal, je profile CPU et allocation mémoire. Et avec JFR, on va récupérer les événements de la JVM. A5 Profiler va nous générer des flame graphs et ça permet facilement de discuter aussi avec la communauté en cas de problème de performance. Vous avez un problème de performance, vous ouvrez un ticket sur Quarkus ou sur Reactive Messaging. Comment est-ce que vous leur expliquez que vous avez un problème de performance? Si vous avez un flame graph, c'est une image. Vous leur mettez l'image, vous leur dites, voilà, ça se voit. Et on peut commencer à discuter et à dire, ben voilà, le problème, visiblement, il est là. Et c'est beaucoup plus simple que d'aller balancer des grosses sessions de recording ou de juste dire, il y a un problème de performance là et de rien donner. Donc avec un flame graph, on peut facilement discuter. Un flame graph, ça ressemble à ça. Donc en fait, là, c'est un flame graph inversé. Beaucoup de gens préfèrent le flame graph inversé parce que c'est plus facile à lire. Imaginez que ça soit dans l'autre sens, et ouais, ça ressemble à des flammes quand même. Okay. Donc le flame graph, ça a été inventé par Brendan Gregg, ingénieur de performance de... Alors il n'est plus Netflix parce qu'il l'a quitté il y a quelques semaines, mais voilà, c'était un des grands ingénieurs de performance de Netflix. Donc c'est une manière de visualiser où on a, je vais peut-être me tromper parce que je me trompe souvent en abscisse, les méthodes et on leur donnait la profondeur dans la stack. Donc plus vous descendez dans le flame graph, plus vous êtes profond dans la stack d'appel, et plus vous êtes large,
plus vous avez le nombre de samples. Donc Async Profiler, il va aller sampler votre CPU, sampler vos allocations mémoire, et à chaque fois qu'il voit une utilisation de CPU dans une méthode ou une allocation mémoire, il va aller compter, et ça va être la largeur de la stack. Donc au départ, vous avez toujours les stacks les plus importantes, c'est toujours être vos threads qui run, voilà, le run de vos threads, et plus vous descendez, plus vous avez du spécifique. Donc là, ici, dans ce profile, j'ai zoomé sur le profile, mais ce profile, j'ai vu qu'il y a 3% du temps de cette flamme-là, au milieu là, qui est pris dans une méthode qui s'appelle connectorconfig.getOptionalValue. Et en fait, celui-là, il se retrouve 3-4 fois dans plusieurs des parties du flame graph. Donc, grosso modo, sur ce profil-là, sur ce flame graph-là, j'ai 10% du CPU qui est pris à charger de la config de mon connecteur. Moi, je me suis dit, ça, c'est peut-être pas normal. Donc, il faut optimiser ça. Pour optimiser ça, la première chose à faire, c'est on va ouvrir une issue. Et donc j'ai été ouvrir une issue sur le connecteur SmallRye Reactive Messaging, et j'ai dit voilà, il y a des problèmes de performance. Donc là j'avais détecté que c'était dans le support des Cloud Event, et donc je dis globalement on a 10%, et j'ai attaché le profil CPU. Après petite discussion, le problème n'était pas compliqué, il chargeait la config à chaque message, au lieu de la charger juste au démarrage du connecteur. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis en cache la config, et j'ai proposé une petite PR. Ouais, ça c'est le slide d'après, c'est pas grave. Autre problème beaucoup plus compliqué, à un moment on a eu, ça c'était il y a un an, au passage de Quarkus 2, on a eu les performances qui ont été divisées par 4 d'un seul coup. Donc là, pareil, j'ai ouvert une issue, et puis on a commencé à discuter avec les gens qui sont en charge des extensions PFK, et on a discuté, j'ai mis des profils, et surtout j'ai contribué pas mal, c'est-à-dire que j'ai proposé de tester des patchs. Donc ils m'ont fourni un ensemble de patchs, je les ai proposés. Voilà. Parce que la meilleure manière de faire pour optimiser les performances, c'est de contribuer. Donc contribuer, c'est bien sûr aller discuter avec la communauté, rapporter des problèmes, mais aussi pourquoi pas faire des PR, donc c'est ce que j'ai fait à gauche, ou tester des branches. Donc builder les branches et tester. Et pour finir, ça valait le coup, puisque après quelques travails avec Ozan Gunlalp, entre autres, sur ce problème-là, on a eu des performances qui étaient meilleures en Quarkus 2 qu'en Quarkus 1. Voilà. Ils avaient refondu en fait tout le framework Kafka autour du client Vertex, et donc il y avait des petits trucs encore à corriger. Alors, on a eu quelques problématiques lorsqu'on a créé notre plateforme. Donc, entre autres, on a dû envoyer des messages par lot à nos partenaires. Donc, c'est pas la même chose que le support que je vous avais montré du traitement en batch des messages, où en fait on traitait l'intégralité des messages d'un pôle Kafka dans un appel de méthode. Là, on a un ensemble d'événements, et on veut sur ces messages les grouper. Donc, on a fini par coder ça. Donc, comment ça se lit? On a un stream de messages en entrée. Donc Quarkus a un framework de réactif qui s'appelle Mutiny. Donc Mutiny, il y a deux primitives qui sont multi pour un stream de messages, infini, et uni qui représente 0 ou 1 message. Donc, si vous connaissez Reactor, c'est pareil que les flux, les monos, enfin voilà. Et donc notre méthode group, c'est une méthode qui va grouper nos messages. Donc elle va recevoir des messages en entrée, et elle va sortir des messages qui sont des groupes de messages, des listes. Et donc cette méthode-là, elle va être appelée une seule fois au démarrage de mon composant, et elle va créer un flux qui va transformer nos messages. Donc je retourne les messages en entrée, le flux de messages, donc le multi de messages, et je lui dis de grouper par type de message. Donc la première chose, c'est que notre RP, il ne voulait pas les messages un par un, mais il voulait des messages 50 par 50, mais dans un lot de 50 messages, il voulait que ce soit tous du même type. Donc on doit grouper par type. Ensuite, on les groupe par liste d'une certaine taille,
Donc là, on a group.intolist.off la taille, et avec une durée max, pour éviter de dire, si j'ai 49 messages et que je veux des lots de 50, j'attends le 50e message jusque 15 heures, parce qu'ils envoient des messages tous les 24 heures. Voilà. Et donc, on groupe par 50 avec un maximum de 30 secondes. Ensuite, on filtre les groupes qui sont vides, et pour chaque groupe, on va mapper. Donc on va prendre le message entrée et on va le mapper au format de notre RP. Voilà. Et donc c'est ça qu'on fait. Par rapport à ce que ça fait, ça prend un stream de messages Kafka, ça groupe par un des champs du message, puis ça groupe par 50 au maximum, ça émet un groupe toutes les 30 secondes, ça transfère, ça map dans un autre format et ça renvoie dans un autre topic. Nous on a trouvé que le code était plutôt lisible. Voilà. C'est le bout de code le plus compliqué qu'on a été à écrire. Alors, le batching, par contre, ça a plein de problèmes. C'est un plein de problèmes, entre autres, au niveau de la supervision. On a dû faire un gros refacto dans notre système de trace métier pour pouvoir gérer les batchs. Ça fait que c'est impossible d'identifier unitairement un message. Il y a des problématiques de performance. Automatiquement, si on traite plus de messages en mémoire, si tout le batching s'effectue en mémoire, donc il doit aller lire un ensemble de messages pour les par partition, là, parce que tout était partitionné dans Kafka, donc par partition, il va lire un ensemble de messages, il va les regrouper par data type, puis par taille. Et donc tout ça consomme pas mal de messages. C'est aussi impossible de mesurer correctement les performances, parce que quand vous avez un message entré, en fait, vous ne savez pas dans quel batch il va sortir. Et donc, on se retrouve avec des temps de traitement sur la plateforme, enfin des temps de transit de messages sur la plateforme qui sont beaucoup plus élevés. Problématique des tailles de messages, si on a des messages en entrée qui font 200-300 kilooctets, en sortie, si on les groupe par 50, ça devient très gros. Or, Kafka, par défaut, il prend des messages de maximum 1 méga. Donc on a quelques endroits où on a dû aller permettre à Kafka de mettre des messages plus gros, parce que sinon on explosait tout. Problématique de rejeu d'un message, si on a un message entrant qu'on veut rejouer, c'est toujours pareil, en fait il est mêlé dans un batch en sortie, donc c'est très compliqué. On a eu un autre problème, c'est qu'on perdait la connexion vers notre ERP. Et donc pour ça, on a utilisé une des fonctionnalités d'Eclipse Microprofile, un des standards qui s'appelle Fault Tolerance. Donc entre autres, on a une annotation @retry. On met cette annotation autour de la méthode qui permet d'appeler notre ERP. Et donc après, ça va nous permettre de faire du réessai. Donc là, on réessaie toutes les 30 secondes, pendant un maximum de 15 minutes, max duration 900, avec 30 réessais. Et on a quelques exceptions où on ne réessaie pas. Qu'est-ce qui va se passer au bout de 15 minutes? On va avoir un message qu'on ne peut pas traiter. Reactive Messaging, par défaut, si le message ne peut pas être traité, il va mettre en erreur le connecteur. On a des health checks. Un connecteur qui est en erreur, ça va faire une liveness prop de Kubernetes qui est en erreur. Une liveness prop de Kubernetes en erreur, ça va faire killer nos pods, redémarrer notre plateforme. Donc pendant 15 minutes, on réessaye d'envoyer le message à notre ERP. Au bout de 15 minutes, si on n'y arrive pas, on fail, la plateforme redémarre notre composant. Et avec un peu de chance, ça marche mieux une fois qu'on a redémarré. Dernier petit truc, on a intégré sur notre plateforme un outil qui s'appelle Keda. Qui connaît Keda? Cool. Donc c'est un outil de Microsoft. Microsoft commence vraiment à faire des super bons trucs dans l'open source. Et c'est un outil qui nous permet de faire de l'autoscaling plus. Donc traditionnellement sur Kubernetes, on utilisait des horizontal pod autoscaler. Un horizontal pod autoscaler, on lui dit tu scales quand les CPU de mes composants sont à 60%, tu scales. Okay. Avec Keda, on peut faire beaucoup plus de choses. Keda, c'est un autoscaling qui est normalement soit event-driven. Et donc ça va permettre de scaler des contrôleurs Kubernetes de manière flexible et versatile. Et c'est basé sur un ensemble de scalers.
Donc on va pouvoir avoir un ensemble de scalars. On a le scalar CPU, comme ce qu'il y a par défaut sur les autres pods de scalar. Mais on peut aussi avoir des scalars en base de données. On peut avoir des scalars Prometheus, on peut avoir des scalars spécifiques Kafka. Alors vous allez me dire, avec un horizontal pod autoscalar, on peut faire des métriques custom. Mais là, ça va beaucoup plus loin parce qu'au niveau Kafka, il va se connecter sur le broker. Donc il va être au plus proche de la source d'événements de scaling. Nos besoins, c'était d'optimiser l'utilisation des ressources dans une démarche Green IT, de pouvoir coller à la charge en faisant du scale up et down. Scale up, c'est très facile, scale down, c'est beaucoup plus compliqué, on pourra en parler. D'avoir une haute réactivité. L'horizontal pod autoscaler souvent n'a pas une réactivité suffisante quand on a quand on a une charge qui évolue très vite. Le petit truc qu'on voulait, ça c'est vraiment la démarche Green IT, c'est arrêter nos environnements de test la nuit. Parce qu'on a un environnement de dev, un environnement du AT, User Acceptance Testing, qui ne sont pas utilisés la nuit, les gens ne sont pas là. Donc on voulait pouvoir tout arrêter entre 20h et 8h. Et le week-end aussi. Vous savez, comme ça, nos composants tournent seulement quand on est là, donc 30% du temps. On voulait avoir du scaling pour Kafka. Le problème, c'est que quand on veut scaler des composants Kafka, le CPU n'est pas un bon indicateur. Là, je vous ai montré qu'en pleine charge, nos CPU ils tournaient entre, je ne sais plus ce que j'avais montré, 60% ou quelque chose comme ça. Mais en fait, en réalité, c'est qu'en temps normal, nos CPU sont rarement au-dessus de 30%. Et pourtant, parfois, on a un petit peu de lag dans nos topics. On va avoir, je sais pas moi, 10 000, 100 000 messages de lag, mais nos CPU vont pas monter au-delà de 30%. Pourquoi ? Parce qu'on a une stack réactive, et aussi parce que en Kafka, en fait, il va traiter en fonction du nombre d'instances, il va lire un nombre de partitions. Donc il y a pas mal de choses qui fait que nos CPU sont rarement au-dessus de 30%. Et donc avec Keda, on va pouvoir aller se connecter à la source des événements, on va pouvoir aller se connecter à nos brokers Kafka. Alors ça c'est ce qu'on a fait au niveau de Keda, c'est notre configuration Keda. Donc on a utilisé 3 scalers. Donc le truc bien aussi avec Keda, c'est qu'on peut mixer plusieurs scalers dans un même autoscaler. Donc grosso modo, on lui donne 3 sources d'événements. Un source cron, où on lui dit du lundi au vendredi, de 8h à 19h, je veux avoir à minima un réplica. Desired réplica 1. Ça va être le minimum. Alors en fait, ce que fait Keda, c'est quand vous avez plusieurs scalers, il va prendre le maximum du scaler. Donc s'il y a un scaler qui lui dit tu scales à 1, comme mon cron, et un scaler qui lui dit tu scales à 3, il va prendre 3. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc mon cron table va me permettre de scaler un minimum à 1. Pourquoi ? Parce que j'ai un idle replica count à 0, qui va dire que quand je n'ai pas d'activité sur aucun des scalers, or mon cron, il n'y a pas d'activité la nuit, ni le week-end, et les autres non plus parce qu'il ne se passe rien, et bien il va donc scaler à 0. Mais quand il y a de l'activité, il va scaler au minimum à 1, min replica count, et au maximum à 6, max replica count, puisque mes topics ont 6 partitions. Donc ça ne sert à rien pour moi de scaler à plus de 6. Ensuite, je vais avoir un scaler Prometheus, je vais y revenir, et un scaler Kafka. Ce qui m'intéresse le plus, c'est mon scaler Kafka. Le scaler Kafka, je lui dis, connecte-toi à mon broker, regarde dans le topic, là c'est le topic anomalie, et je veux avoir en moyenne 1000 lag, un lag de 1000. Et là, c'est ça qui est très très intéressant, c'est que d'abord il va aller à la source, donc il va scaler bien avant que mon CPU parte en vrille, et je ne sais pas si vous connaissez un peu le principe, comment fonctionnent les scalers, mais en fait, si vous dites scale quand mon CPU est à 60, j'ai 2 instances. Mes CPU, donc j'ai deux instances, donc 2 fois 60, ça fait 120. Imaginons que d'un seul coup, j'ai plein de messages, mes CPU sont à 200. Non, pardon, on va pas être vraiment à 200, on va dire plutôt, on va être à 100. Ils sont chacun à 80. Voilà, ils partent à 80. Donc ça fait 160. Donc lui, il dit, si je rajoute un troisième composant, 3 fois 6, 24, 160, 3 fois 6, 24, donc un troisième composant, ça me permet de tenir 240 unités de CPU. Je suis à 160 unités de CPU, c'est bon, je scale à 3. Vous avez compris ? C'est vraiment primordial. Je vais le refaire parce que je me suis très mal exprimé. Donc, quand on a 2 composants qui sont configurés à 60, ce qui va se passer, c'est qu'il va analyser le CPU pris par ces 2 composants. Si d'un seul coup j'ai une grosse charge et que mes composants partent à 100%, donc si j'ajoute 100% de mes 2 composants, ça fait que j'ai 200% de CPU.
Le scaler, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, moi, je suis à 200% de CPU, c'est plus que 120, qui est 60 x 2, donc je dois scaler. Et pour pouvoir tenir 200% de CPU, je dois scaler à 4, puisque 6 x 4, 24. Okay. Et 24, c'est plus que 200. Tandis que si j'avais scalé à 3, c'était 180. Voilà. Donc 6 x 4, 24, je scale à 4. J'ai un scaler Kafka. J'ai un lag threshold à 1000. On l'a plutôt mis à 10 000. J'ai 100 000 messages qui arrivent. Lui dit, j'ai 2 composants. Les 2 composants, ça peut me faire 2000 de lag. J'ai 100 000 de lag. Moi, je vais directement en mettre 6 parce que c'est le maximum. Donc, il va faire du scale de 2 à 6. Là où un scale CPU aurait fait 2, 3. Au bout de 30 secondes, il aurait fait 3, 4. Au bout de 30 secondes, il aurait fait 4, 5. Et jusque 6. Et donc, on colle beaucoup plus à la charge, donc directement allant analyser le lag sur le broker. Bon. Comme KEDA, c'est tout nouveau. Comme il peut toujours se passer des trucs, on n'a jamais eu de gros soucis. On n'a jamais eu de gros soucis en production jusqu'ici, mais on peut toujours avoir des composants qui sont mal codés, les CPU qui partent en vrille, on ne sait pas trop pourquoi. Donc on s'est dit, ceinture bretelle, on va mettre un scaler sur le CPU. Donc au départ, la fleur au fusil, on a mis le scaler sur le CPU classique. Qu'est-ce qui se passe sur votre CPU? Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais quand il ne se passe rien sur votre plateforme, le CPU il est quand même un petit peu utilisé. Donc en mettant un scaler CPU, en fait, on ne passait jamais à 0 réplica, puisque on avait toujours un petit peu, 1, 2, 3% de CPU utilisé. Donc le petit trick pour ça, c'est au lieu d'utiliser le scaler CPU, on utilise un scaler Prometheus. Parce que Prometheus, il y a un langage super pour pouvoir aller requêter des métriques qui a beaucoup de fonctionnalités. Une des fonctionnalités permettent de remplacer la valeur du métrique par une valeur fixe. Donc moi j'appelle ça normaliser le métrique. Et donc là, qu'est-ce que je fais? Je dis que je vais prendre le process CPU usage de mon composant, fois 100. Okay. Donc comme ça, là j'aurai mon CPU en pourcentage. Je vais prendre la moyenne. Et je vais dire que si c'est supérieur à 5, je le prends. Si c'est pas supérieur à 5, or, je vais retourner un vecteur de 0. Donc ça veut dire que si mon CPU il est inférieur à 5, je retourne 0. S'il est supérieur à 5, je retourne la valeur de mon CPU. Et donc ça me permet, via du programme QL, de normaliser du CPU inférieur à 5 à 0. Voilà. Si vous voulez plus d'informations sur KEDA, j'ai fait un talk avec mon collègue Logan, que vous connaissez peut-être, à la DevCon 13 il y a quelques temps, et je vous ai mis le petit YouTube. Voilà. Donc on en a parlé pendant 3 quarts d'heure. Conclusion. Donc le projet FSS Stream a été une réussite au sein de la value chain de Decathlon. Quarkus a été adopté par Decathlon aussi. VC Stream, c'est une plateforme qui est robuste, résiliente, élastique. Et on a dans notre roadmap quelques petits trucs à investiguer, entre autres l'exactly one sémantique, le support des transactions Kafka. On pourrait éviter la duplication des messages, parce que potentiellement notre plateforme pourrait dupliquer des messages, puisqu'on ne gère pas ça. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ? Non, c'est micro-profile, pas micro. Ouais. En fait, micro-profile, c'est la. Donc, dans la conclusion, je ne mentionne pas micro-profile. Donc, on utilise Quarkus qui a SmallRye, qui est l'implémentation micro-profile. Et effectivement, la stabilité, la performance, c'est bien SmallRye Reactive Messaging qui nous l'offre. Ouais, qui est l'implémentation de base. On peut utiliser SmallRye Reactive Messaging en dehors de Quarkus. Je ne saurais pas vous dire comment, mais c'est possible. Effectivement, nous, on l'a utilisé avec le framework Quarkus. S'il y a d'autres questions ? Ouais. Les tests de charge. Alors la question des tests de charge, où est-ce qu'on les fait? Est-ce qu'on les fait en prod ou pas? Non, effectivement, les tests de charge, on les fait sur notre plateforme du AT, User Acceptance Testing.
Alors, la question c'était quand on fait un reset comment ça se marche. Alors, on a eu des resets en prod. Oui, en fait, on a eu des envois de stock massifs de 800 millions. Donc là, on a pu voir des gros trucs. Mais généralement, en fait, on le fait en UAT. Alors, on parle de RP, donc avec des énormes équipes derrière qui ont des process un peu à l'ancienne. Donc ouais, eux, parfois, ils nous envoient des messages. On a des semaines où on a 300, 400 millions de messages qui passent. Et donc après, on sait qu'on a de quoi dans nos brokers. Ouais. Sinon, il suffit de lancer 10 fois le scénario Gatling. Et comme lui, il injecte 350 000 messages pendant 10 minutes, à la sortie, on a pas mal de trucs. Ouais, tout à fait, on construit le volume. Moi, généralement, c'est ce que je fais, hein. J'utilise le scénario Gatling, je le lance 2-3 fois de suite et on a 60 millions. Quand on fait un test limite, en fait, à partir du moment où notre plateforme elle tourne 2-3 minutes, on est bon. Puisqu'on a de temps en temps des gros reinits de stock qui nous font 800 millions en prod. Voilà. D'ailleurs, à chaque fois qu'on a des gros réinits en prod, moi je leur dis cool. Et je vais me connecter sur les pods et je lance quelques sessions de profiling. Euh, Ça permet de valider aussi en continu en fait. Ouais. Alors donc c'est tous les données de la value chain, donc on a beaucoup de données autour de tout ce qui est du stock, de la logistique. Et dans l'autre sens, on a des prix, des choses comme ça. Enfin voilà, c'est de la donnée assez classique. Donc la spécificité, c'est que notre RP, lui, il fait du JSON. Euh, il fait que de la concaténation de chaînes, donc déjà du JSON, c'est pas forcément facile, hein. Donc lui, il nous envoie des messages en JSON qu'on va transférer, qu'on va transformer en Avro, et de l'autre côté, on prend de l'Avro et on le transforme en JSON. Mais en fait, notre plateforme, elle fait quasiment rien, si on veut. Elle fait pas d'IO, elle n'a pas de règles métier. C'est un des succès de toute façon pour avoir une plateforme qui est robuste, ultra performante. Si vous faites pas d'IO, vous faites pas de règles métier, vous avez du code, aucun de nos composants dépasse les 200 lignes de code, quoi. Et donc c'est vraiment de la tuyauterie. Mais on rend le service. Et c'est quelque chose qu'on a voulu garder, c'est la simplicité, parce qu'en fait ce qu'on a codé c'est une plateforme d'intégration. Et des projets de plateforme d'intégration, moi j'en ai fait 5-6 dans ma carrière, j'ai 18 ans d'expérience. Et en fait à chaque fois on commence avec un truc simple, puis après on rajoute des règles métiers dans tous les sens, on rajoute plein de trucs compliqués, et tout s'effondre, les gens ne sont pas contents, et on remet une nouvelle plateforme d'intégration. Et c'est pour ça qu'il y a des équipes qui font des plateformes d'intégration, des équipes qui sont une dizaine de personnes, et puis ils changent de plateforme d'intégration tous les 3 ans parce que ça marche jamais. Donc nous on a fait un truc simple, il fait le boulot, et jusqu'ici on nous a pas demandé de passer sur autre chose. Ouais, d'un point de vue topologie, donc la question est-ce que c'est plus compliqué? Non, vraiment. Le premier slide que je vous ai montré, il y a quasiment tout. C'est vraiment de la tuyauterie, de la supervision, de l'observabilité. On a deux trois petits trucs parce on fait du routage, on fait pas encore de filtre, mais on fera certainement un jour du filtre et ainsi de suite. Mais on ne va jamais regarder à l'intérieur du message. Voilà, ça c'est vraiment primordial. On ne modifie jamais les messages. Et donc on a un peu de dispatch, on a des choses comme ça. Et là on est en train de modifier toute la plateforme pour qu'elle puisse la plateforme est globalement générique sur les types de données, mais on va la modifier pour qu'on puisse rajouter des types de données à chaud. Donc voilà, il y a du code technique qui s'étoffe un petit peu, mais le but c'est de pouvoir définir un échange de données très rapidement en quelques heures, quoi. Ouais, ouais. Alors le schéma registry, c'est un endroit centralisé dans lequel tu peux mettre tes schémas Avro. Et comme ça, tous tes messages qui sont au format Avro, donc c'est un format binaire dans codage de messages, tous tes messages ils peuvent être validés par rapport à ce schéma. Donc ça permet de garantir que le message il a le format attendu. Donc c'est très important puisqu'il y avait des gros problèmes avec la cohérence des données. Et donc en utilisant Avro, on est sûr que tous les messages qu'on reçoit en entrée, on les valide sur les schémas enregistrés, donc on les valide par rapport à leur schéma, donc on sait qu'ils sont valides. Et tous les messages qu'on extrait depuis le RP et qu'on met à disposition des autres, on les valide avant de les mettre dans les brokers.
Ouais, voilà. Et c'est ça. Et l'intérêt du schéma registry, c'est que nos consommateurs peuvent se connecter au même schéma registry pour revalider les messages de leur côté. Ouais. Tout à fait, stratégie de test end-to-end. C'est vrai qu'on l'a pas marqué, c'est dommage. On a fait ça. On a utilisé Karaté. Je sais pas si tu connais. Donc Karaté, c'est vraiment bien pour ceux qui sont intéressés. Karaté, donc c'est un DSL Gherkin, donc c'est du Gherkin, donc du Given When Else, qui permet d'écrire des scénarios de test API. Donc le grand intérêt de Karaté, c'est que c'est très facile à utiliser puisque vous faites given, request, slash toto, when body, n'importe quoi, zen. Voilà. Et lui, il va vous permettre de faire du post, enfin voilà, vraiment faire tous vos appels API avec du given when else. Et donc on a utilisé Gatlin et on a utilisé une librairie Gatlin Kafka qui permet non pas que de faire de l'API mais en plus de pouvoir aller envoyer des messages dans un topic. Et donc on a tous les types de données. Pour chaque type de données, on a un scénario de test Gatlin. Pardon, pas Gatlin, Karaté. Voilà. Et donc c'est du end-to-end, given when else. Donc on le lance toutes les heures. Et s'il plante, il nous envoie un message sur le Slack et on l'ignore, bien sûr. Voilà. Ouais, alors j'ai dit 2 ans, en fait on est plus 1 an et demi en prod, ouais. Les plus gros points, c'était vraiment tout ce qui était batching. Ouais. La gestion du batch, c'est lourd sur la plateforme, ça limite plein de choses, c'est le truc qui a le plus planté. Mais après, c'est la connexion avec le RP. On utilise une librairie native que personne ne sait trop comment ça marche et on a encore découvert des trucs il y a pas longtemps sur comment ça fonctionne. Et il y a beau avoir une équipe de 25 personnes en face de nous, experts de la technologie de notre RP, c'est vraiment compliqué, quoi. Ouais. Alors, une des volontés du chef de l'équipe dans lequel je travaille, c'est d'en faire un produit. Mais en fait, ça reste très très spécifique à nos modules ERP. Et cette partie-là est propriétaire. Ça, on utilise des librairies propriétaires où il faut avoir les licences. Je sais pas, parce qu'en fait, ce qu'on a fait, une partie, tu peux le faire déjà avec du Kafka Connect, du Kafka Stream. Nous, il y a eu des raisons au moment où on a commencé le projet qui fait qu'on n'a pas voulu partir, qu'on n'a pas pu partir là-dessus. Ça se pourrait, mais c'est quand même, on implémente tout de manière très très simple par rapport à notre besoin. Là où en open source, généralement, tu veux couvrir plusieurs besoins, t'es extensible et ainsi de suite. Pourquoi Avro comme format de message pivot? Parce qu'il y a une schéma registry, parce que tout le monde en fait, parce que tout le monde le faisait déjà. Voilà. Donc quand on est arrivé, on n'était pas les premiers à faire du Kafka chez Decathlon. Ils avaient déjà des schémas registry et en fait, Avro avec du Kafka, c'est quand même vraiment le format classique dès qu'on veut valider les schémas. Donc ça nous a semblé logique. On était voilà, plus ou moins obligé dans un sens, puisque c'est le choix qui a été défini. Alors, qu'en est-il des Poison Pill, des Letter Queue montées de version? Alors, les montées de version, c'est un clic sur Raven, et jusqu'ici, on n'a jamais eu de problème. Alors, les montées de version des schémas de message, c'est supporté par les schémas registry. On est en mode, je sais plus lequel, transitive, truc moche. Donc, Avro gère les montées de version avec des compatibilités amont, aval, mix, transitif amont. C'est un peu compliqué, je sais plus trop, je suis pas l'expert. Sur le papier, ça marche. En réalité, c'est compliqué. Bon. Donc, quand on fait des montées de version triviales, on y va. Le jour où on a quelque chose de compliqué, on versionne. On versionne bien sûr tous nos topics en V1 dedans. Un topic, c'est comme une API, mettez toujours V1 dans le nom de vos topics. Essayez de jamais passer à V2, mais si un jour vous avez besoin, vous le faites. Ouais, donc les schémas, c'est compliqué.
En plus, pour que ça fonctionne bien, il faut que vos consommateurs consomment d'une certaine manière, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc on a eu des soucis. Il n'y a pas de recette miracle. J'ai quelques bons articles sur le sujet, si ça t'intéresse. Poison pill. Théoriquement, on n'a pas de poison pill, parce qu'en fait, quand on prend le message de notre RP, si le message n'est pas valide, on a un process d'anomalie. On envoie le message en anomalie. Et quand on lit un message, on le valide par son schéma, et s'il n'est pas validé, il va passer en dead letter queue. Donc dans Reactive Messaging, il y a un système de dead letter queue et un système de deserialization failure. Puisque vous avez vu, en fait, on reçoit directement les objets. Et donc si on n'arrive pas à le deserialiser, donc si on n'arrive pas à le deserialiser via Avro, qu'est-ce qui se passe? On peut avoir un deserialization handler. Sinon, une poison pill, si elle n'est pas aux extrémités, si elle est au milieu, ça veut dire que c'est un bug. Donc on fail. Et le composant va être démarré par Kubernetes jusqu'à ce que ça soit résolu. On a eu quelques cas où on a des clients qui avaient des poison pills. Dans ce cas-là, on a fait plus 1 sur l'offset et puis on l'a ignoré, quoi. Mais c'est à peu près ça. Et voilà. Voilà, on a de la gestion d'anomalies, vraiment, c'est ça. Et puis un petit peu de dead letter queue pour des systèmes un peu plus... pour des cas, mais voilà. Le framework permet ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, on peut passer à l'apéro.